Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des femmes et des enfants d'abord. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial parce que j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes femmes, deux influenceuses comme on dit aujourd'hui, deux activistes qui sont engagées mais chacune à leur façon. Vous allez le voir dans ce débat que nous allons avoir entre nous. Eh bien, nous allons essayer de définir ce qu'est une femme. Aujourd'hui, en 2023, enjeux, combats, objectifs, sans oublier bien sûr la chronique lecture, l'essentiel des femmes et des enfants d'abord à la fin de cette édition. Si le programme vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de partager cette vidéo et puis vous pouvez également me laisser un commentaire. J'essaye de les lire et même parfois d'y répondre. Allez, c'est parti. Bonjour Thaïs Descuffon. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Florian. Alors Thaïs, je vais vous présenter. Vous vous êtes fait connaître très jeune finalement puisque on vous a rencontré dans le mouvement activiste de Génération Identitaire. Vous en êtes devenue la porte-parole en 2018 jusqu'à sa dissolution qui est assez récente encore et vous êtes dans les fins de cette dissolution. Vous aurez 24 ans en août prochain et cela fait presque 2 ans. Vous avez lancé votre chaîne YouTube. Vous partiez en croisade sur YouTube dans la première vidéo que vous avez publiée. Une chaîne YouTube qui compte 140 000 abonnés tout de même. Et après plusieurs vidéos très remarquées sur les hommes et les femmes, eh bien, vous avez décidé de donner une nouvelle tournure à votre chaîne YouTube et de rester sur ces thématiques qui sont plus sociologiques mais pas moins engagées comme on va le voir. Alice, vous êtes vous-même une jeune femme engagée, vous avez 25 ans et vous êtes l'une des fondatrices du mouvement Némésis, un mouvement que vous définissez comme féministe et identitaire, que vous avez fondé à plusieurs en partant d'un même constat, que les femmes sont relativement peu en sécurité dans la rue, dans leur foyer également. Et donc, c'est votre cheval de bataille aujourd'hui, c'est la défense des femmes. Et vous êtes vous aussi très présente sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pour ça que j'utilisais le terme d'influenceuse en début, en introduction de cette émission, puisque vous avez près de 24 000 abonnés sur Instagram avec votre compte Alice Némésis qui s'affiche juste en bas, il y aura le lien. Et vous avez également 17 000 followers sur Twitter qui vous a supprimé plusieurs fois votre compte hein, quand même. Donc, il faut le signaler. Alors, on l'aura compris, vous êtes toutes les deux des jeunes femmes très engagées. On vous accuse de tous les maux, bien sûr, parce que vous êtes de droite. On vous appelle parfois les jeunes jolis mais fachos. On vous taxe de récupérer des causes féministes également. Mais pourtant, vous êtes engagés pour les femmes françaises plus particulièrement. On va en discuter et vous n'avez pas tout à fait les mêmes combats. Aujourd'hui, on va creuser donc cette idée de féminisme, du féminin dans la société, de la femme aussi de 2023. Quels sont les enjeux? Est-ce que c'était mieux avant? Et justement, je voudrais commencer avec vous, Thaïs. Quel est le portrait robot de la femme idéale d'aujourd'hui en France en 2023 ? La femme idéale, la femme européenne idéale, pour moi, c'est une femme pour qui l'épanouissement masculin est important. C'est une femme qui a à cœur de valoriser la virilité des hommes autour d'elle. C'est une femme qui a également à cœur de fonder une famille, si ce n'est pas déjà le cas, de fonder une famille avec quelqu'un de sa communauté. C'est une femme qui n'a pas peur de revendiquer sa féminité et de l'assumer pleinement. Et c'est une femme qui résiste aux injonctions féministes qui souhaiteraient qu'elle ait le même comportement que les hommes dans ses relations amoureuses ou dans ses choix de carrière, dans ses choix professionnels. Donc voilà, c'est une femme qui sait valoriser ce qu'elle est et sait valoriser aussi ce qu'est l'homme, ce qu'est la virilité. Alice, même question, le portrait robot de la femme idéale de 2023 en France, en Europe? Alors, selon moi, le portrait de la femme idéale en France serait une femme qui a conscience de sa féminité, qui ne s'oppose pas à sa nature de femme, mais qui en découvre le pouvoir. Aujourd'hui, ce soit dans le cadre de mon militantisme, mais aussi auprès de personnes que je fréquente, je me rends compte que les femmes ne sont pas au courant du pouvoir qu'elles ont. Un pouvoir qui ne s'oppose pas aux hommes, mais un pouvoir réel qui leur permet de se construire. Moi, je trouve qu'on fait partie d'une génération, et les générations précédentes en ont peut-être aussi fait les frais, où on a l'impression que les femmes se bâtissent beaucoup autour de « est-ce que je vais plaire à mon mari, à l'homme ?» Et en fait, elles en oublient
de se construire pour ensuite pouvoir peut-être choisir un homme qui sera adapté. Moi, je vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui subissent leur couple parce qu'en fait, elles n'ont pas pris ce temps de se construire. Toute leur vie a été tournée autour de comment plaire à mon futur mari, à mon futur époux ou même à mon futur copain. Et en fait, elles ont tellement été obnubilées par ce désir masculin et que le seul objectif de leur vie était justement de plaire, qu'elles en ont oublié de se construire en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant qu'entrepreneuse ou que voilà, mettre leur talent à leur service et le développer au maximum, que le jour où leur couple ne marche plus, elles se retrouvent patatras, éclatées au sol. Et moi, je voudrais vraiment transmettre ça aux femmes avant de chercher absolument à être dans ce pouvoir de séduction et à chercher toujours des techniques pour plaire aux hommes. Peut-être d'abord se forger, se construire, prendre conscience de sa propre force et ensuite vous serez totalement apte à peut-être entrer dans une relation. Moi, c'est un petit peu cette différence peut-être qu'on a aussi, c'est que je trouve que le féminisme, le néo-féminisme, a pointé du doigt en effet ce problème, sauf qu'elle le traite mal. C'est-à-dire qu'en effet, pendant longtemps, les femmes ont peut-être été limitées à leur physique et à on les a limitées à un but de séduction. Ça, c'est vrai, on l'a vu dans la publicité, on l'a vu dans plein de choses. Les féminismes vont s'opposer aux hommes, alors que je ne pense qu'il ne faut pas s'opposer aux hommes. Il faut juste mettre en avant ce pouvoir féminin, le développer, pour ensuite pouvoir créer quelque chose de stable. La complémentarité et le pouvoir créateur de la femme. Alors, Thaïs, je reviens vers vous parce que donc on parlait beaucoup du mariage, etc. Mais en fait, ce qu'on constate aujourd'hui dans la société qui est la nôtre, c'est que la réalité est très éloignée d'un pouvoir féminin ou même d'un mariage stable entre deux individus qui s'opposent, l'homme et la femme, c'est-à-dire. Et vous avez défini dans vos vidéos YouTube récemment 3 archétypes de femmes. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur ces archétypes qui vont peut-être éclairer aussi cette situation des femmes en France aujourd'hui? Oui, bien entendu. Alors déjà, qu'est-ce que vraiment un archétype? C'est un concept psychologique qui désigne des symboles primitifs et universels qui sont présents dans l'inconscient collectif. Et ces 3 archétypes que j'ai traités dans une de mes vidéos, ils ne sont pas de moi. Ils viennent de Guillaume Fay, qui est un auteur auquel je me réfère beaucoup, un penseur identitaire. L'archéofuturiste. Exactement, avec qui je partage beaucoup de ses analyses, ou en tout cas dont je m'inspire surtout. Mais il n'a pas simplement parlé d'identité ou de remigration ou d'archéofuturisme, il a aussi parlé de psychologie des rapports hommes-femmes et j'ai d'ailleurs justement découvert son livre à ce sujet assez récemment qui m'a passionnée, qui s'appelle Sexe et dévoiement et dans lequel il décrit 3 archétypes féminins intemporels, universels, auxquels les femmes peuvent se raccrocher. Et ces 3 archétypes, ce sont les suivants. Le premier qui est ce qu'il appelle la femme originelle, c'est l'archétype de la femme à la féminité assumée mais discrète, la femme qui s'accomplit dans la maternité, dans la valorisation de son couple, de la famille. Elle incarne la continuité, la solidité. C'est l'archétype le plus, en réalité, le plus répandu chez les femmes européennes. Et c'est également l'archétype qui a été le plus magnifié dans le christianisme, avec la figure de la Vierge Marie. Ensuite, il y a l'archétype de la femme virile, qui est un archétype minoritaire. C'est une femme qui est assez complexée vis-à-vis de sa féminité, elle aimerait la voir triompher des hommes, elle est très intéressée par la compétition, elle est assez ambitieuse et tout ce qui est les rapports de séduction l'intéresse assez peu finalement. C'est un archétype qu'on retrouve beaucoup chez les féministes de la deuxième vague, notamment Simone de Beauvoir qui en est un bel exemple, mais il y a aussi cette idée un peu de femme virile qu'on retrouve par exemple chez Jeanne d'Arc ou d'autres figures plus classiques, Marie de Médicis également, régente de France, mère de Louis XIII, qui a été justement cette femme très solide, très ferme, très autoritaire, mais qui a su aussi incarner un pouvoir, voilà, une forme un de pouvoir. Exactement, un pouvoir. Et troisièmement, il y a la femme ultime, qui est une sorte un peu de symbiose entre ces 2 premiers archétypes, mais qui rajoute quelque chose en plus. C'est une femme qui est très sexualisée, qui est très à l'aise dans les rapports de séduction, qui navigue assez facilement dans ses eaux troubles, et qui pourtant est un peu tiraillée
entre le pôle masculin et le pôle féminin qui sont en elle et qui luttent assez souvent contre le risque de dépression, puisque c'est assez difficile pour elle à gérer. Elle est à la fois intéressée par la compétition, elle est assez ambitieuse, mais elle est aussi intéressée par la maternité modérée et elle fait tourner toutes les têtes, mais elle est très solitaire parce que les femmes la voient souvent comme une concurrente à abattre, rivale, ouais. et les hommes comme une conquête. C'est l'archétype le plus minoritaire des trois et si je devais l'illustrer, ce serait la déesse Aphrodite ou encore Monica Bellucci dans le film Malena ou Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. Donc voilà, ce sont des archétypes, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de figé, mais ce sont un peu des lignes directrices. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte aujourd'hui? Les femmes ont fait tellement d'efforts pour sortir des cases dans lesquelles elles ont été longtemps enfermées. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte un peu de les enfermer, de les soumettre à une contrainte? Peut-être Alice, vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. Peut-être un peu. Moi, j'ai trouvé super intéressant ce format de... tu as parlé, pardon, du pôle féminin. Elles se connaissent, on se connaît très bien. On va pas jouer un jeu. Exactement. Du pôle féminin et du pôle masculin. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression... Alors, en effet, il y a sans doute des archétypes qui sont peut-être liés plus d'ailleurs à la nature, au fait que, de par nos instincts, on va avoir un certain nombre de comportements, parfois un comportement plus maternel, parfois un comportement peut-être plus agressif. Et c'est vrai qu'on distingue un peu le pôle féminin et le pôle masculin, avec un pôle masculin qui est très entrepreneur, qui est vraiment dans l'action, dans le fait d'aller à la rencontre d'eux, et le pôle féminin qui est plus en fait de recevoir, d'être proche de ses sensibilités, proche des émotions. Pour moi, en fait, il y a en effet entre les hommes et les femmes des différences de nature, et il y a ce pôle féminin et ce pôle masculin qui vont intervenir pour chacun des deux, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et d'ailleurs, on connaît tous des femmes qui sont très directives dans leur couple, qui d'ailleurs sont plutôt... Qui portent la culotte, c'est l'expression et l'homme va apprécier plutôt se laisser porter, et dans d'autres domaines, ça va être l'inverse. Et on sait qu'il faut aussi laisser parfois aux hommes les émotions, parce que ça donne d'incroyables poètes, d'incroyables talents, des hommes hypersensibles, mais qui du coup aussi savent mettre cela à profit. Donc moi, je pense qu'en effet, on demande aux deux aujourd'hui de faire des efforts. À la fois pour un homme, c'est compliqué, je trouve aujourd'hui, parce que s'il est trop viril, c'est un macho, parce que s'il est trop sensible, c'est un homme soja. Et du coup, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui Je trouve que les rapports hommes-femmes se sont tellement extrémisés des deux côtés, alors qu'en fait, peut-être qu'on pourrait juste regarder les êtres humains en se disant, voilà, par la nature, les femmes vont être peut-être plus... on sait qu'on n'a pas la même énergie, par exemple, on n'a pas de testostérone, etc. Et du coup, il va y avoir ces deux comportements-là. Mais au sein de nos personnalités, on a un peu deux pôles qui, selon les domaines, vont un peu prendre le dessus sur l'un ou sur l'autre. Donc pour moi, en tout cas, les deux ont aujourd'hui des pressions. Et par rapport plus sur les femmes, est-ce qu'aujourd'hui, on les a tellement mis dans des cases, etc. C'est parfois peut-être aussi nous qui avons voulu être mises dans des cases. Aujourd'hui, on parle beaucoup de girl power, etc. Ce qui est très bien, mais en fait, c'est pas adapté à tout le monde. C'est pas adapté à tout le monde. Tout comme la maternité, je suis désolée, ce n'est pas adapté à tout le monde. Il y a des femmes qui sont incapables d'être maternelles et qui n'y arrivent pas, ou qui y arriveront, mais ça leur demandera beaucoup de travail aussi. Il faut prendre tout ça en compte, je pense. Et moi, ce côté de mettre dans des cases, c'est un petit peu moins mon avis. Voilà, je pense que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ton point de vue intéressant. Après, c'est vrai que les cases, les archétypes, ce ne sont pas... Est-ce qu'on n'en a pas un petit peu tous en nous, et selon les périodes de la vie d'ailleurs? Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais nuancer mon propos. C'est que les archétypes, c'est un petit peu comme les facettes d'un diamant. Une femme, c'est un diamant. Elle peut avoir différentes facettes selon la période de sa vie. Il y a des femmes qui sont très viriles. Et puis une fois qu'elles ont un enfant, elles se découvrent femmes originelles une fois leur maternité éveillées. Il y a des femmes, toutes les femmes sont uniques, elles sont des... Est-ce que vous avez déjà pensé qu'une femme, ça pourrait être une sorte de kaléidoscope? Donc, c'est-à-dire que, elle peut incarner tous ces aspects-là, elle peut en changer, mais les cases, c'est fait pour être dépassées, ce ne sont pas des prisons, ce sont des lignes directrices, et ce que j'ai voulu faire avec ma vidéo, c'était en fait davantage faire prendre conscience aux femmes de leur instinct pour qu'elles soient libres de leur choix, et si jamais l'un de ces archétypes les inspire davantage et leur font prendre conscience peut-être que le féminisme les a trop orientées et influencées vers un archétype qui au final n'était pas le leur, mais elles en complexaient, eh bien ce n'est pas grave, elles peuvent davantage se diriger vers l'archétype de la femme originelle, et aussi inversement, peut-être qu'elles se rendent compte qu'elles complexaient justement de ne pas incarner ce modèle très, très européen et
qui est plus répandue, de la maternité, et que eh bien, ce n'est pas grave, elles peuvent faire partie d'une minorité et de quelques exceptions qui, comme ça, se dirigent vers des rôles de pouvoir, comme on en a vu dans l'histoire, et comme ça a toujours existé, parce que les femmes européennes, elles étaient libres, et je le pense, elles étaient fortes tout le temps. Elles avaient un poids aussi dans leur foyer, il faut jamais oublier de le aussi, rappeler. le nombre de Absolument. maîtresses qui ont influencé au sein de l'histoire la politique Bien sûr. est juste énorme. Donc à ce titre, c'est vraiment intéressant de voir qu'en fait, ça fluctue. Et vous mettez dans quel archétype mutuellement? En fait, ce serait un peu prétentieux parce que il y a un archétype qui est quand même assez valorisé, c'est le dernier, la femme ultime, qui a l'air d'être maîtresse de tout, aussi bien de ses charmes que de son esprit. Donc ce serait presque un peu prétentieux. Je pense que on fluctue un peu entre les deux. Je sais pas. Oui. En plus, toutes les deux, des casquettes qu'on enfile de temps en temps, puis qu'on remet. Quand on va au travail, on va mettre la femme virile, si jamais on est chef d'entreprise. Et puis dans sa famille, on peut redevenir femme originelle pour s'occuper de ses enfants, bien entendu. C'est ça. Alors, il y a un point qui va m'intéresser, sur lequel on va pouvoir avoir des discussions intéressantes, c'est le féminisme. Vous, Thaïs, vous avez produit une vidéo dans laquelle vous signifiez de façon très claire que vous n'êtes pas féministe. Et puis, vous avez précisé dans un commentaire en dessous, parce que le collectif Némésis se revendique du féminisme identitaire, comme je le soulignais au début. Pas le féminisme, le néo-féminisme. C'est celui-là que vous rejetez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, en fait, je ne me dis pas féministe tout court parce que j'estime qu'on peut défendre les femmes sans être féministe, tout comme on peut défendre les ouvriers sans être communiste. Voilà, moi, je crois davantage en la complémentarité homme-femme que dans une idéologie qui, pour moi, a fait beaucoup trop de dégâts en Occident. En revanche, c'est vrai que ça me tenait à cœur quand même de rajouter ce commentaire parce que je partage beaucoup des analyses et des constats que fait le collectif Némésis et que fait Alice. On a déjà eu l'occasion d'en discuter en off de nombreuses fois. Autant je ne suis pas d'accord avec leur étiquette, mais c'est aussi ça ce qui fait la richesse de la droite, c'est qu'on puisse avoir des débats au sein de la droite et qu'on ne soit pas tous d'accord, sinon on s'embêterait un peu. Autant voilà, je partage par exemple le constat qu'elles font sur l'insécurité des femmes liées à l'immigration et je les trouve très courageuses, très audacieuses. Je soutiens certains de leurs combats là-dessus entièrement. Donc, voilà. Là encore une fois, ne pas se laisser enfermer dans des étiquettes, on l'aura compris. Il y a un problème que vous avez soulevé toutes les deux, c'est la détérioration des relations hommes-femmes aujourd'hui dans notre société. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion chacune pour apaiser un peu cette guerre des sexes, pour trouver un équilibre et enfin cette complémentarité dont tant parle, mais peu atteignent, on a l'impression? Je trouve que, pour rebondir juste sur la question d'avant, le féminisme pour moi c'est vraiment des combats qui vont concerner les femmes parce que femmes, et je ne me revendique pas du néo-féminisme en tout cas, qui aujourd'hui pour moi est totalement galvaudé, une idéologie d'extrême gauche, et c'est des militantes de gauche avant d'être des féministes. Voilà. C'était la petite parenthèse, mais en fait je trouve que par rapport au fait qu'aujourd'hui les rapports hommes-femmes sont un peu débridés, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. On a beaucoup critiqué le féminisme, mais des rapports hommes-femmes c'est entre deux sexes. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'on a eu un phénomène d'hyper-sentimentalisation de la société qui a totalement aussi tué... Alors, on peut parler des différents plans sur les rapports hommes-femmes, mais on va parler peut-être du couple, par exemple. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations. Moi, je l'explique pas mal. Alors, beaucoup de gens l'expliquent en disant « ouais, parce que les femmes, aujourd'hui, elles sont plus au foyer, etc. » Moi, je pense pas du tout que c'est ça, parce que les femmes n'ont jamais été non plus au foyer H24. Hein, c'est pas du tout vrai. Dans l'histoire de France. C'est une conception un peu bourgeoise, en effet. C'est une conception un peu limitée. Et en fait, moi, je pense qu'il y a eu une sursentimentalisation des rapports. Avant, on se mariait pas forcément par sentiment, on se mariait pour d'autres raisons. Je ne veux pas retourner à ça, attention. Hein. Par contre, en fait, on n'a pas appris aux gens à vraiment aimer. Les gens s'arrêtent au sentiment amoureux et pensent que, en fait, ce sentiment-là... va durer toute la vie, on est un peu dans Walt Disney. Et du coup, aujourd'hui, les rapports se dégradent et on voit des séparations parfois très violentes, très passionnelles, très déchirantes et qui vont mettre beaucoup de temps à se réparer. Et je pense que c'est plus que, on n'apprend pas aux gens à aimer. Je sais qu'il y a une sexologue qui s'appelle Thérèse Ergo qui fait un travail formidable à ce niveau-là. Qui est fantastique. On vous la recommande, chers téléspectateurs, parce que c'est génial. Pour les hommes très et les éclairant. femmes, elle vous apprend à aimer et sans rentrer dans une posture non plus trop caricaturale. Je trouve qu'elle est bien équilibrée. Et je pense qu'une dégradation des rapports hommes-femmes, en tout cas sur la notion de couple, est vraiment liée à ça. À
à ce côté hyper sentimentalisation des rapports. C'est le sentiment amoureux qui se différencie de l'amour, en effet. Est-ce que Thaïs, vous en aviez parlé un petit peu dans une vidéo aussi, encore une fois. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration pour créer des couples heureux? Écoutez, en fait, la guerre des sexes, c'est un petit peu comme une danse maladroite. On se marche sur les pieds, on se fait trébucher, on est un petit peu... Tiens, reprends un peu de charge mentale dans ta tête. On est un peu gauche, mais en fait, pour moi, voilà, la complémentarité entre les sexes, c'est réapprendre à valser ensemble. Et pour moi, je pense que ça passe par quelque chose d'essentiel que j'ai un peu développé dans une de mes vidéos, et ce que j'appelle la virilité héroïque. Parce que si les femmes sont si malheureuses aujourd'hui, fondamentalement, c'est que les hommes aussi ne sont plus des hommes, que les hommes sont complexés d'être ce qu'ils sont. On parle beaucoup de virilité dans nos milieux, mais ça se limite quand même parfois beaucoup trop à les salles de sport, la fonte, un peu de drague et de protéines, mais la virilité héroïque... des bières, vous avez quand... oublié aussi. C'est ça. Mais c'est muscle, hein. Alors c'est sympa, c'est très bien, mais la virilité héroïque, c'est le courage, c'est l'abnégation, c'est l'affirmation de soi, c'est le fait de mettre son corps et son esprit au service de la civilisation. Et le travail que j'essaie de faire, c'est de mettre en avant cette virilité héroïque, de la revaloriser. Mon rôle se limite surtout à pousser à l'action ces hommes-là et leur donner un petit peu cette confiance en eux pour emprunter ce chemin, en regardant vers ses ancêtres, en s'inspirant d'eux, en s'inspirant de figures héroïques de notre histoire qui ont incarné parfaitement cette virilité héroïque. Et voilà, sans cela, notre civilisation, c'est comme un bateau qui dérive et qui ne trouve pas sa direction. Je pense que la clé est là parce que une fois que les hommes ont repris la place qui leur revient de droit et qu'ils ont abandonné, et c'est aussi pourquoi Alice et moi on fait ce travail-là, c'est que malheureusement il y a beaucoup d'hommes qui ne s'engagent plus en politique et qui ont un petit peu laissé tomber ce rôle-là. Eh bien nous on est là aussi pour leur dire regardez, on le fait aussi parce que vous avez laissé la place, mais ce qu'on aimerait c'est que vous veniez et que vous le fassiez aussi. Et donc je pense que la clé se trouve surtout chez les hommes dans cette complémentarité homme-femme, pour la retrouver, parce que les femmes ont un caractère plus malléable, ça peut être un défaut, mais c'est aussi parfois une qualité, et là en l'occurrence ça nous est utile, parce que les hommes en plus sont plus intéressés en général par la politique sans forcément s'y investir, mais ils y sont plus intéressés que les femmes, et donc si jamais ils se réaffirment et ils arrivent et ils ont la force d'incarner cette place, eh bien les femmes je pense se redirigeront naturellement vers leur rôle et elles seront plus épanouies aux côtés d'un homme justement qui est un homme quoi. Ouais, tout à fait. Ça, je rebondis juste là, ça me fait penser à... J'ai appris il n'y a pas très longtemps Marlène Schiappa, donc, qui a fait les gros titres récemment, pour ses frasques. Passage chez Playboy. Voilà. Pour ceux qui auraient loupé l'information. Longtemps été mariée à un homme qui se targuait d'être déconstruit, un homme féministe, etc. et tout. Pourquoi pas? Moi, je dis un homme qui est capable d'être dans les Rousseau, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais pour moi, il y a être déconstruit et il y a être dans l'écoute, dans l'empathie. Et ça, je crache pas du tout là-dessus. Là, on était face à quelqu'un qui se targuait d'être déconstruit, d'être très féministe, etc. Ça n'a pas loupé. Marlène Schiappa s'est barrée avec le PDG d'une grosse société ultra virile, un peu une sorte de Mr. Grey. Et je trouve ça super intéressant de voir que, malgré tout ce qu'elles disent aussi, ces néo-féministes, malgré ce mythe de l'homme soja, enfin, nous on l'appelle l'homme soja, mais en fait, elles appellent ça l'homme déconstruit, elles veulent un homme déconstruit, etc. Mais en fait, l'homme déconstruit, elles le trompent avec un homme qui n'est pas déconstruit. Et je trouve ça quand même super intéressant de voir que en fait, les femmes en veulent de cette virilité-là. Alors à ne pas tomber dans l'écueil d'une virilité toxique, vraiment toxique, caricaturale, carrément dans la violence, où c'est des hommes en manque de confiance qui battent leurs femmes, parce qu'il y a malheureusement ça existe aussi. Oui, c'est un peu votre cheval de bataille. Et c'est totalement notre cheval de bataille, parce qu'il y a un juste milieu. Et je trouve ça quand même super intéressant de se dire, mais finalement, celles qui dénoncent le plus cette virilité, ce sont les premières peut-être à tomber dans ses bras aussi et à la fantasmer. Marlène Schiappa, les écrits érotiques qu'elle faisait, c'était sur des mecs de cité à Barbès qui allaient voir des jeunes bourgeoises, quoi. Donc ça veut dire des choses aussi quand même.
C'est la rencontre amoureuse selon Marlène Schiappa, tout un truc. D'ailleurs, en fait, c'est tout à fait exact ce que vous soulignez. La virilité est en crise. C'est pas pour rien qu'il y a des formations pour devenir viril, on en voit tourner beaucoup en ce moment, réapprendre à être un homme alpha, etc. Tous ces termes auxquels je pense et qui disent oui, de toute façon, les femmes ne sont plus capables d'être des mères, etc. Et justement, ça m'amène à ce point de la maternité parce que j'ai l'impression parfois que dans les mouvements un peu identitaires, mais aussi dans les mouvements féministes, et dans tous les mouvements féministes, on parle vraiment très peu de la maternité. Or, ici, on est dans l'émission qui s'appelle « Les femmes et les enfants d'abord ». Donc moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez et pourquoi, selon vous, est-ce qu'on parle moins de maternité et de mère ? Alors, j'ai déjà parlé un peu de maternité dans mes vidéos. C'est vrai que ça n'a pas été un thème de vidéo à proprement parler, mais je l'ai déjà évoqué. Après, c'est vrai que je me sens pas tellement la légitimité de le faire parce que je n'ai pas encore expérimenté la maternité, même si, peut-être bientôt, qui sait, j'aimerais beaucoup. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je souhaite, en tant que femme, trouver un homme de ma communauté avec lequel fonder un foyer solide et dans lequel élever mes futurs enfants dans les belles valeurs que nous partageons ici. Mais toutefois, je me suis effectivement rendu compte que se battre contre l'immigration comme nous le faisions, c'est très important, il faut continuer de le faire. Mais c'est vrai que se laisser disparaître entre Européens, c'est la même chose que de se laisser envahir. Et quand on voit que, ne serait-ce qu'un chiffre, il y a 10 fois plus d'hommes qui se font vasectomiser en 2022, il me semble, qu'il y a 3 ans. C'est un chiffre dramatique. On a vu beaucoup de vidéos récemment sur Combini, de propagande de jeunes femmes qui exprimaient soit leur regret d'avoir été mère, ce qui est très grave, je trouve, soit leur volonté de ne pas l'être, de ne pas le devenir, et donc qui se faisaient stériliser. Et ça, effectivement, c'est extrêmement grave. Je pense que la maternité est un point central de ce qui fait une femme. Alors, il y a une minorité de femmes qui peuvent s'épanouir peut-être dans autre chose, mais je pense qu'il ne faut pas faire d'une exception une vérité générale. Il y a énormément de femmes qui se refusent aussi le droit d'être mère parce que il y a cette propagande constante qui leur dit que finalement, être heureuse, c'est avoir des choix de carrière masculins, c'est être une girl boss, c'est être tout ce que vous voulez. Ne pas polluer la planète. Voilà, exactement. Et encore une fois, je peux tout à fait reconnaître que certaines femmes peuvent être heureuses dans ce schéma-là. Mais la majorité, ce n'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui pleurent une fois la trentaine passée, 35 ans, qui sont seules et qui n'ont pas accompli ce désir d'enfant, qui se réveillent chez elles très brutalement à l'approche de leurs 30 ans passés. Et le travail que j'essaie de faire aussi, c'est de dire aux quelques femmes qui me suivent, vous allez tellement être heureuse, en tout cas je le crois, quand vous aurez trouvé votre homme, votre famille. Et aux hommes, essayez de revaloriser aussi cette féminité chez les femmes de votre entourage. C'est difficile, mais c'est ce qu'on fait dans Les femmes et les enfants d'abord. On valorise la maternité, bien évidemment. Alice, vous aussi, parfois, donc sur Némésis, il est arrivé qu'il y ait des visuels pour souhaiter une bonne fête des mères, etc. Mais finalement, c'est un point que vous abordez assez peu également. Oui, c'est vrai que c'est un peu moins notre sujet, puisqu'on parle... Nous, on s'est vraiment centré sur les violences faites aux femmes. Et du coup, toutes ces questions un peu annexes, hyper importantes, mais annexes selon nous, dans notre combat vraiment... de lutte contre les violences faites aux femmes n'entre pas trop dedans. Moi, je pense que, mon avis par rapport à la maternité, c'est qu'on ne sauvera pas la France de l'immigration en faisant des enfants. Parce qu'en fait, ne serait-ce que par un calcul assez simple, on sait que les pays africains sont plus importants que en les Afrique pays sont plus élevés qu'en Europe, pays. Bien sûr, les indices de fécondité. Et c'est pas du tout pour m'opposer à le fait de promouvoir la maternité. C'est juste que je pense que ce n'est pas ça qui sauvera la France, quoi. C'est pas ça qui sauvera la France. Donc je pense pas que mettre une pression... nous, vraiment, Thaïs et moi, je pense qu'on a déjà fait les frais des mecs des milieux qui disent « vous avez 25 ans... vous êtes en décor pour sauver la France. Et nous, on a vraiment pris assez tarif avec des gens qui, en fait... n'ont pas d'enfants eux-mêmes. Non, pas d'enfants eux-mêmes. Sont incapables d'ailleurs d'approcher une femme et nous expliquent que notre combat est inutile parce que nous, on n'a pas d'enfants, quoi. Donc c'est quand même assez... moi, je trouve ça déjà obscène et hyper intimiste, ce genre de réflexion. La maternité concerne la femme. Elle ne concerne pas les femmes. Elle concerne... C'est un choix personnel. Il y a des femmes qui ne se sentent pas pour X raisons, parce qu'elles ont subi des violences ou quoi, d'être mères. Il y en a d'autres qui, et je pense qu'elles sont majoritaires en effet, qui ont cette vocation.
Il faut respecter les gens là-dedans et c'est pas ça qui va sauver de toute façon la France. C'est bien d'autres raisons et engagez-vous en politique, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui on voit alors Combini, Loopsider, enfin tous ces sites-là, toutes ces pages Insta font une véritable propagande antinatalité que je sais pourquoi ils font ça, mais que je trouve assez indécente aussi parce que en fait dans ce cas à la rigueur ils pourraient faire un équilibre avec des femmes qui montrent qu'elles sont super épanouies dans leur rôle de mère, que la maternité n'est pas une oppression. Moi, je connais des femmes, en effet, qui se sont totalement libérées, justement, par la maternité, tout comme d'autres se sont libérées aussi en montant une entreprise ou en prenant le contrôle aussi sur cette part de leur vie. Et du coup, à ce titre, je trouve que ça devrait être traité de façon équilibrée, quoi. Et on vient tous d'une famille, par ailleurs. Oui. C'est le premier socle naturel et ancré de l'individu. Tout à fait, exactement. Donc, il faudrait avoir cette honnêteté, au moins. Vous voyez, vous dénonciez un peu l'intimisme que parfois, sur les commentaires YouTube ou des choses comme ça, ou des contacts, des messages privés que vous pouviez avoir. Moi, j'ai une question intime quand même. Où est-ce que vous vous voyez respectivement dans 10 ans ? Tu veux commencer ? C'est un vaste débat puisque c'est un peu... Et comment, bien sûr ? On a décrit l'archétype de la femme parfaite en début d'émission. En conclusion, je voudrais savoir où est-ce que vous vous insérez dans 10 ans ? C'est assez compliqué. À la tête de Némésis, toujours ? Oui, alors peut-être, sans doute à la tête de Némésis, mais avec un rôle en effet moins frontal, moins dans l'action directe, peut-être plutôt un rôle administratif, un rôle de conseil, un rôle de lobbying, mais quelque chose qui puisse me permettre en effet d'avoir des enfants à côté, puisque moi j'ai un vrai désir de maternité depuis que j'ai 3 ans, je crois. Vu que j'ai une petite sœur, je la pouponne, donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Donc oui, moi je m'imagine en effet avec d'ici 10 ans peut-être 2-3 enfants déjà et puis une activité au sein de l'association parce que moi je ne me vois pas du tout arrêter mon militantisme, c'est quelque chose d'inconcevable pour moi. Donc, il va falloir trouver un équilibre avec monsieur, mais ça, c'est notre histoire. Et du coup, oui, moi, un rôle en effet qui ne sera pas un rôle de terrain, mais un rôle de développement de l'association, parce qu'en effet, j'ai pas mal d'ambition aussi pour elle. Et puis, très certainement, 2-3 enfants, moi, j'en veux pas mal, donc ce serait déjà bien dans 10 ans. Et ben, c'est très bien, c'est très très bien. Toujours engagée, la femme engagée, c'est peut-être aussi l'un des mots importants à retenir de cette discussion que nous avons eue. Thaïs, vous, dans 10 ans, même question, où est-ce que vous vous voyez ? Alors, youtubeuse toujours ou... Déjà, quand j'étais porte-parole de Génération Identitaire, je pensais y rester encore pendant des années. Oui. Et bon, les circonstances ont fait que ça s'est terminé un peu plus vite que prévu. Donc, le choc aujourd'hui, était brutal, vous disiez. Voilà. Aujourd'hui, je suis sur YouTube. Je ne sais pas tellement quel sera mon rôle dans 10 ans, mais j'espère longtemps. Et en tout cas, j'espère longtemps être une sorte de phare. J'aimerais devenir en fait un phare qui guide les hommes qui me suivent vers cette virilité héroïque que j'appelle de mes voeux, pour les stimuler, les pousser à aller dans cette direction. J'aimerais être une sorte de mère et gardienne de notre civilisation. Alors c'est un grand mot, mais c'est une idée vers laquelle j'aspire, parce que je pense que mon rôle consiste surtout dans le fait de pousser à l'action et d'inspirer plutôt que ou à la limite de guider, mais plutôt que de moi-même prendre la place que je souhaiterais que les hommes reprennent. Oui. J'aimerais évidemment construire un foyer solide dans lequel je pourrais élever mes enfants avec les valeurs qui me sont chères et perpétuer ainsi ma civilisation, planter de nouvelles pousses pour que la France ne disparaisse pas. Si la France et l'Italie arrêtent de faire des enfants, il n'y aura plus de France et d'Italie. Donc je pense que c'est important. Après, effectivement, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je n'en suis pas là, mais qui sait peut-être prochainement. En tout cas, voilà, je souhaite contribuer à mon échelle et pendant le plus longtemps possible à la renaissance de notre civilisation. Et à continuer de porter son héritage vers les hommes et les femmes qui me regardent. Deux belles porteuses de lumière. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau des femmes et des enfants d'abord. Alice, Thaïs, merci infiniment. Et puis, chers téléspectateurs, bien sûr, vous connaissez la rengaine. Si cet entretien vous a plu, si vous souhaitez le transmettre à des hommes, à des femmes, n'hésitez pas dès maintenant à partager cette vidéo, à cliquer sur le pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. C'est un scandaleux. Et laissez-moi un commentaire également. Peut-être que Thaïs et Alice pourront y répondre également. N'oubliez pas, on reste en
ensemble. Il y a la chronique lecture juste après avec Valérie Daubigny et Anne-Laure Blanc. Dis, comment tu nais? Ça, c'est une question qui passionne les enfants, mais elle concerne dans ce petit album écrit par Françoise de Guibert et illustré par Clémence Paulet, elle parle des animaux. Comment naissent les animaux? Comment ils naissent et surtout où ils naissent. Donc on a une quarantaine de bébés animaux dont on va voir donc d'un côté sur la page de gauche le parent ou les parents et sur la page de droite eh bien, ces petits animaux qui vivent de manière évidemment toujours très différente puisqu'on va passer du monde des insectes à celui des mammifères petits et grands en passant par donc tous les animaux plus ou moins connus des enfants avec des histoires très amusantes. On va savoir que la couleuvre à collier, eh bien, elle pond des œufs, mais que des œufs sortent des petits serpents qui ne mesurent que 20 cm par rapport au mètre linéaire de leurs parents. On apprend aussi, par exemple, que le crabe vert eh bien, va naître à marée haute, que le mérou, lui, change de sexe. Alors c'est un peu plus compliqué peut-être à expliquer, mais c'est expliqué de manière très scientifique et très lisible pour les enfants. On apprend que la pieuvre, elle, la pauvre pieuvre, eh bien, après avoir veillé sur 100 000 à 500 000 œufs, imaginez un peu des tout petits œufs, elle veille sur eux entre 24 et 125 jours et la pauvre maman pieuvre, eh bien, elle va mourir de fatigue d'avoir veillé sur ses œufs. Donc ça, c'est un peu triste, mais la chouette, elle, par contre, elle pond des œufs qui ressemblent à des balles de ping-pong, des tout petits œufs. Et quand ils vont éclore, eh bien, les petits bébés chouettes vont n'attendre qu'une chose, c'est d'être nourris, nourris et nourris encore pour pouvoir un jour quitter le nid. Donc cet album est très joliment illustré, avec talent et humour. Cette pouponnière est passionnante à découvrir. Alors, on pourrait penser que la dernière page est consacrée eh bien, au bébé humain, tout simplement. Eh bien non. Le dernier qui nous est présenté, c'est le léopard. Et donc, pour expliquer comment naissent les bébés humains, eh bien, libre aux parents, aux grands-parents ou aux institutrices qui vont lire ce livre de raconter la naissance des bébés à leur manière. Bonne lecture, donc Dis comment tu nais, Françoise de Guibert, Clémence Paulet, La Martinière Jeunesse. Je vous présente pour les plus petits une histoire charmante, un album du Père Castor, issu d'un conte qui vient du Québec. Vous savez que les contes voyagent dans le monde, dans le temps. C'est souvent de la tradition orale, bien sûr, mais elle finit parfois par être écrite et illustrée. C'est le cas d'un bâton magique, écrit par Anne Fronsac, illustré par Madeleine Brunelet, qui a un trait à la fois subtil, plein d'humour, assez pastel, une petite histoire charmante, à plusieurs épisodes. 3 garçons sont dans une famille pauvre et il faut partir au loin, dans une sorte de quête, chercher de la nourriture, chercher de la subsistance. Ils y vont les uns après les autres, rencontrent une vieille dame qui leur demande un service. Comme ils le rendent gentiment, elle leur fait un don merveilleux, une nappe magique. Lorsqu'on lui parle, la table se couvre de mets exceptionnels. Et puis d'autres dons que je vous laisse découvrir. Mais un aubergiste a surpris tout cela et cherche à s'emparer de ces objets magiques. C'est le 3e frère qui, lorsqu'il partira lui aussi dans sa quête, trouvera le bâton magique qui va tout résoudre. C'est charmant, c'est fin, un peu ritournelle, juste ce qu'il faut. Un petit album souple au coin arrondi, c'est une très jolie édition et qui ne coûte, chers amis, que 5,95 €. Donc vous pouvez prendre toute la collection dans la chambre des enfants. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour les femmes et les enfants d'abord. Mais bien sûr, vous le savez, on ne se quitte pas sans la traditionnelle image du mois. Et cette fois-ci, j'ai voulu vous montrer l'image du parcours nocturne pour aller au petit coin. On descend les escaliers, on prend le couloir et puis évidemment on finit dans la chambre parentale pour réveiller papa et maman parce que c'est drôlement mieux de se faire accompagner. C'est une image d'une artiste que j'ai trouvée sur Instagram qui s'appelle Bête Jeu et je vous fais la traduction bien sûr
du texte en anglais, sinon il va y avoir des râleurs. Je dois aller aux toilettes, mais j'ai peur d'y aller seule. Voilà, comme ça vous savez tout. Si vous avez connu cette situation, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, je vous le rappelle, mais pour cette émission, ça compte particulièrement, déjà parce que comme ça on se soutient mutuellement, et puis surtout vous soutenez cette vidéo, et face à l'algorithme de YouTube, c'est essentiel. N'hésitez pas à laisser également un commentaire et à partager cette vidéo aux familles à côté de vous, aux femmes et aux hommes qui peuvent être intéressés par cette vidéo. Quant à moi, j'espère que vous allez tous vous porter bien d'ici à dans un mois et je vous dis à très vite sur TVL.